Bienvenue dans l'instant causerie de ce mercredi 2 octobre 2019 avec nous pour commenter les sujets d'actualité sur ce plateau. Achille Sogboy, analyste politique. Bonjour. Bonjour, monsieur Gilles-Christ, comment vous allez? Ça va, merci de répondre à notre appel. Gabin Goubi, vous êtes journaliste, chef desk politique du quotidien Les Pharaons. Bonjour. Tout à fait, bonjour Gilles-Christ, bonjour à tous les téléspectateurs. Voilà, merci aussi à vous d'avoir répondu présent à notre appel. Et puis, notre collègue maison, Elie Adjeran. Bonjour Elie. Bonjour Gilles-Christ, bonjour Lali, bonjour les téléspectateurs. Bonjour à vous et bienvenue dans cette causerie par décision du ministre des Enseignements maternels et primaires, Salimane Karimou. Les instituteurs ayant décidé délibérément de ne pas participer aux évaluations du 24 août et 7 septembre 2019 ont été suspendus, de leurs fonctions. Ils sont au nombre de 257. Elie Adjeran, quel est votre point de vue par rapport à ça? Je crois qu'on dit aux personnes averties en vaut plusieurs. Je crois que le gouvernement a plusieurs fois rappelé déjà aux instituteurs, aux enseignants dans son ensemble, depuis que la décision a été prise d'inviter les gens à une évaluation diagnostique, on les a assez prévenus que toute personne qui serait donc absente à cette composition sera donc sanctionnée. Mais je crois que beaucoup de personnes pensaient que c'était de l'amusement. Le verdict est tombé aujourd'hui. Je crois que ce n'est plus une affaire de menace, ce n'est plus une affaire de parole. Je crois que c'est désormais les sanctions. Cela donc donnera beaucoup plus de leçons aux personnes à comprendre davantage que nous sommes dans un pays où on a fini avec la pagaille, fini avec les questions de lacisme où on pense que c'est de l'intimidation. Non, ces gens sont dans une dynamique d'avancement et on ne peut pas continuer comme cela. Parce que c'est vrai que ça fait un peu pitié. Ce n'est pas que je me réjouis de la sanction, mais je crois que pour des personnes récidivistes, des personnes qui n'ont pas voulu donc obtempérer à une décision qui va en réalité à leurs intérêts, je crois que dans ce cas d'espèce, il faut donc taper dur. Et je crois que cette décision donc, du ministre vient donc renforcer la décision de rigueur qu'a donc instauré le gouvernement de la rupture, toujours dans sa dynamique d'évolution. Gabin, est-ce que ça surprend cette décision? Non, il ne vous aura pas échappé que lors de la conférence de presse conjointement animée par les ministres en charge des 3 heures de l'enseignement, il a été indiqué que ceux-là qui arriveraient à ne pas se présenter à l'évaluation diagnostique se verraient simplement radiés de la fonction publique. Je crois que cela est en train de prendre corps et les consignes avaient été définies dès le départ. Et en principe, les 257 instituteurs ou enseignants concernés ne devraient pas être surpris. Parce qu'il a été clairement dit qu'il leur était loisible de ne pas se faire évaluer, de ne pas se présenter à l'évaluation diagnostique, mais quitte à en endosser la pleine et entière responsabilité. Et je crois que c'est ce qui vient d'être fait. Et ça rentre dans la normalité des choses. Non pas que je ne respecte pas le choix de ces enseignants, peut-être qu'ils ont trouvé mieux, peut-être qu'il y en a dedans qui ont renoncé à l'exercice de la carrière enseignante. Il y en a peut-être qui ont trouvé un autre job, qu'ils ont trouvé peut-être plus rentable que travailler dans la fonction publique. Qui sait, toujours est-il que, quel que soit le cas de figure, ils doivent d'une manière ou d'une autre s'attendre à cette sanction qui vient d'intervenir justement. Achille. Moi, par rapport à cette suspension qui est dit, on trouve que, bon, c'est pas trop parti parce que choisir de ne pas aller à un test, c'est vouloir quitter ce métier-là. Donc, ils ont choisi d'éléments de ne plus être dans ce chose-là. Je pense que c'est de la normalité, comme mon confrère vient de le dire. C'est dans les normes. Le ministre qui a décidé de les suspendre, ils étaient des instituteurs recrutés en tant qu'agents de l'État. Ce n'étaient même pas des prestataires de services. Est-ce que ce n'était pas de leur devoir de se présenter à un test si l'État veut évaluer ses employés? Voilà. C'est comme, bon, si on prend par exemple le cas d'un privé, ou même, bon, on prend peut-être le cas de ces enseignants-là. Oui. Pour se faire représenter dans un établissement privé, on leur faisait passer tout au moins des tests qu'ils acceptaient. Mais pourquoi leur premier employeur va vouloir leur faire passer un test et ils vont refuser? Ça veut dire que c'est choisi de quitter ce milieu-là.
Donc, moi, je trouve que c'est bien de les suspendre et que, normalement, ce n'est pas seulement suspendre, mais c'est de les radier parce qu'ils n'ont pas voulu continuer. Selon moi, c'est un peu ça. C'est vrai qu'il y a des enseignants, mais à ce niveau-là, moi, je trouve que l'État a bien fait de les suspendre et que peut-être qu'ils vont revenir en de bonnes humeurs et peut-être on va les réintégrer dans le système. Elie voulait réagir. Oui, justement, je crois qu'on ne peut pas dire ça forcément parce qu'il y a une pesanteur, il y a une pulsion parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'ils sont dans un système. C'est vrai que certains syndicalistes, d'autres ont été véritablement menacés. D'autres ont agi peut-être d'une manière impulsive et aujourd'hui, ils regrettent énormément. Mais ce qui me surprend, c'est que 2 chances leur a été donc offertes. On leur a dit à une première évaluation, vous qui avez été donc absent, on vous donne une seconde chance de venir vous présenter. Ça voudrait dire qu'il y avait une petite incompréhension. Et à un moment donné, ils ont compris qu'il n'y avait pas, et ça dit, ils avaient été peut-être trahis par leurs collègues d'une manière ou d'une autre. Et on leur donne une seconde chance. Je crois que si vraiment ils voulaient sauver leur job, ils pouvaient déjà en réalité se présenter. Parce étant donné que même la session du 7 septembre était destinée encore à tous les absents, bien quelle que soit la raison. Oui. Parce qu'il y avait même certaines conditions qui avaient été posées dorénavant. Au début. On leur disait qu'il fallait présenter un certificat médical pour les personnes absentes, ou du moins les personnes malades. Mais pour essayer donc de pouvoir offrir, ils ont généralisé. Donc les conditions ne sont plus donc restreintes. Et aujourd'hui, malgré ça, il y a toujours des absents. Je crois que dans la masse, il y a toujours des personnes qui peuvent donc rester comme telles. Mais je me dis que ce n'est pas parce que on n'a peut-être pas envie de continuer ou de continuer avec cette profession qu'il faut laisser une mauvaise image. Parce qu'aujourd'hui, je crois que la liste a été publiée et désormais tous les Béninois, que ce soit même ceux qui sont à l'intérieur comme à l'extérieur, savent désormais ceux qui ont été donc sanctionnés donc par le ministère. Et je crois que même sous d'autres yeux, on peut les identifier pour dire voilà des personnes qui ne veulent pas se faire donc évaluer. Donc je crois qu'il faut toujours, c'est-à-dire à tous les niveaux de la vie, il faut garder de belles images et donc travailler et donc respecter les conditions donc de son employeur. Gabin Goubi, quelles peuvent être les raisons qui ont accompagné ces actes de ces instituteurs boycotteurs? Bon, avant d'en venir aux raisons, moi je ne pense pas qu'ici il est opportun de faire un quelconque procès à ces instituteurs-là. Moi je me dis c'est des enseignants, c'est des personnes responsables qui ont dû mesurer la portée de leur acte. Ils s'attendaient d'une manière ou d'une autre, comme je l'ai dit tout à l'heure, à subir les sanctions. Et aujourd'hui les sanctions sont intervenues. Ils doivent en faire les frais. Par rapport aux raisons qui pourraient justifier la chose, moi je ne sais pas. Hein, j'ai commencé à dire tout à l'heure que c'est des gens qui peut-être ne veulent plus continuer à exercer pour le compte de l'État, à continuer dans la carrière enseignante. Peut-être c'est des gens qui ont trouvé un autre job et puis bon. Et aussi, ce n'est pas exclu que ce soit des gens qui, après avoir découvert leurs lacunes, avait peur, n'est-ce pas, de se révéler, d'étaler ces lacunes-là au grand jour. Donc c'est peut-être une des raisons qui ont fondé leur absence à cette évaluation-là. Mais toujours est-il que bon, l'État saura prendre ses responsabilités. D'ailleurs, la loi sur la fonction publique, le statut des agents de l'État sera appliqué, a prévu ces 4 figures-là. Et je crois que c'est le processus qui a commencé et qui a commencé à travers la suspension. La suspension et qui aboutira certainement à leur radiation purement et simplement. Ça aurait été leur choix, hein, parce qu'ils auraient pu éviter ça, non, Elie? Oui. Bien évidemment. Ils ont eu toutes les occasions. Oui, il a dit tantôt, ils avaient eu deux chances de se faire évaluer. Ils pouvaient faire partie de la première vague, celle du 24. Et ceux qui ont mal apprécié cette composition-là avaient été invités à se présenter pour la composition du 7, quelle que soit la raison qui a fondé leur absence à la première évaluation. Donc, ils n'ont pas cru devoir se présenter. Je trouve qu'ils ont fait le choix de se faire radier et ne devraient en aucun cas se surprendre de cela. Mais l'autre chose aussi, ce qui est donc intéressant, c'est vrai que c'est un début de sanction. Oui. Il y a d'abord une suspension, il peut y avoir aussi d'autres, c'est-à-dire il y aura une commission disciplinaire qui sera installée pour statuer sur le sort. Est-ce que c'est une sanction disciplinaire ou c'est peut-être une radiation? Mais je crois qu'à tous les niveaux, comme je le dis, il faut toujours dans la société, quelle que soit notre posture, même si nous trouvons mieux ailleurs, laisser de bonnes images avant donc de partir. Parce que je crois que ceux-là, ils sont d'abord des modèles. On dirait un enseignant
enseignant est d'abord un éducateur. Il doit être un modèle pour les apprenants. Si aujourd'hui, ils gardent une position très dure envers leurs employeurs, je crois que même ailleurs, que ce soit dans le privé ou même dans un autre secteur de la fonction publique, on peut toujours essayer d'avoir une mauvaise impression sur leur personne. Je crois que c'est ce que moi je fustige dans son ensemble. Mais je crois que le gouvernement est déjà dans son rôle. On ne peut pas lui soustraire quelque chose. Il est un employeur, il a recruté. Il estime qu'il faut donc évaluer la performance de ses employés. Et ils sont donc destinés, ils sont appelés à aller d'abord obtempérer, quitte à eux de revenir plus tard à faire des suggestions, pas à travers leur porte-parole, pour trouver donc les mesures. Mais si cela n'est pas respecté, je crois que la sanction est la bienvenue et puis la lutte continue, comme le dirait. Mais quel peut être l'impact de cette suspension-là sur la postérité, Achille? Au fait, comme mes deux confrères viennent de le dire, vous voyez, les enseignants au début avaient peur. Ils avaient peur de se faire voir suspendus ou bien radiés de la fonction s'ils n'arrivaient pas à avoir la moyenne au moins les 10. Donc ils avaient peur. Donc beaucoup dans ce chemin-là ne voulaient pas les composer. Mais après que les membres du gouvernement sont montés au créneau pour expliquer à chacun et à tous les tenants et aboutissants de cette diagnostic-là, je pense que je pense que normalement ils devaient comprendre, étant bien qu'ils sont des enseignants, ils devaient comprendre la portée des choses et aller composer. Mais comme mon confrère côté l'a dit, normalement, tu as raté une chance. On te donne une seconde chance. C'est qu'il faut saisir les opportunités. Donc, vouloir ne pas aller composer une deuxième fois, c'est comme choisir délibérément de quitter cette fonction-là. C'est ce que moi, je pense. Et l'impact sur la postérité. Parce que les tests, peut-être, reviendront encore. Oui, au fait, je pense que pour la postérité, c'est une leçon que nous devons tirer, tout corps de métier, devons tirer en sachant que quand l'employeur décide de nous évaluer, c'est toujours pour notre bien, c'est pour que nous puissions être bien formés pour le meilleur. Nous qui peut-être n'avons pas bien saisi les bons mots pour mieux encadrer. Voilà. Merci. Gabin. Oui, écoutez, moi je continue de dire quand même de croire qu'il s'agit de personnes responsables qui ont dû en toute conscience, en toute lucidité, mesurer la gravité de leur absence, de l'acte qu'ils ont posé n'étant pas présenté à cette évaluation-là. Donc, toujours est-il que moi, je ne plains nullement leur sort. C'est des gens qui, peut-être, ont fait le choix. Parce que quand on dit ils allaient au moins composer, vous savez, parmi les principes qui avaient été dictés dès le départ, c'est que personne ne serait laissé sur le carreau. Le gouvernement n'était pas dans la logique de laisser quelqu'un sur le carreau, de ne pas... de sortir quelqu'un de la fonction publique comme ça. Donc, s'ils avaient composé, c'est que, bon, d'une manière ou d'une autre, ils manifesteraient la volonté de continuer à travailler dans la fonction publique, de continuer à exercer pour le compte de l'État. Donc je me dis, c'est des gens qui peut-être ont dit, bon, moi je ne veux plus continuer cette aventure-là. Et puis, bon, ils sont libres de le faire. Moi, je ne voudrais pas qu'on leur fasse ce procès-là. Toujours est-il que quand ils vont se lever peut-être pour dire que, bon, pourquoi est-ce que la sanction est intervenue comme ça, qu'on dirait à cette personne-là, ils avaient mal apprécié alors la portée de ce qui était en train de faire. Il n'y a pas ce système-là où, quand l'employeur décide d'évaluer son employé, ça rentre dans la normalité des choses. Moi, je trouve que, bon, ne l'ayant pas fait, ils ont certainement leur raison, qui sait. Et puis, bon, c'est des gens qui ont peut-être, qui ne s'en émeuvent pas, qui ne trouvent pas de raison à peut-être s'apitoyer sur le sort qui leur est ainsi fait. Donc, c'est peut-être qu'ils ont trouvé d'autres canaux, qui sait. Maintenant, quels seraient leurs impacts, les retombées sur la postérité? C'est-à-dire ceux qui vont peut-être venir encore dans le corps l'année prochaine, ceux qu'on va devoir évaluer encore l'année prochaine, par exemple. Est-ce que cet acte-là du ministre peut justement servir de leçon pour ceux qui viendront? Tout à fait. C'est un acte à saluer. Moi, je trouve que le gouvernement a voulu comprendre, parce que c'est des gens qui étaient entrés dans la fonction publique de manière pas assez claire, et il s'agit de reverser de la catégorie de 2008. Hier, moi, j'ai appelé un de mes frères qui est enseignant, je crus qu'il était dans le lot, il dit non, on a régulièrement passé un concours, on a été recruté, nous, on n'est pas dans ce schéma-là. Toujours est-il que, bon, si les conditions de notre recrutement n'avaient pas été claires, n'avaient pas été faites dans les règles de l'art,
on serait également en train de subir ce sort-là. Donc le gouvernement a voulu comprendre, le gouvernement a voulu améliorer la qualité de l'éducation, de l'enseignement au Bénin. Et c'est la volonté là qui est à saluer. En dépit des résultats encourageants, des résultats élogieux que nous avons obtenus à l'issue de l'année scolaire passée, si un gouvernement entreprend encore d'évaluer ses enseignants, de vouloir comprendre là où se situent les points faibles, les maillons et autres là, enfin ce qui est amélioré dans le système éducatif, c'est une volonté à saluer. C'est vrai que beaucoup d'enseignants avaient dit au départ, mais c'est un piège qu'on nous tend. Comment se fait-il qu'on a obtenu de ces résultats-là à l'examen? Et le gouvernement qui devrait plutôt se réjouir des efforts qui ont été faits et décide encore de nous évaluer. Est-ce que ce n'est pas une manière de nous sortir du lot? Je crois que le gouvernement n'est pas dans cette posture-là. Et il a clairement affiché. Aujourd'hui, les faits ont d'une manière ou d'une autre, les appréhensions ont d'une manière ou d'une autre donné raison au gouvernement. Vous avez vu les taux d'échec qu'il y a eu au primaire et à la maternelle pour le compte de ces examens-là. Ça n'encourage pas notre école. Le gouvernement saura désormais les leviers sur lesquels il faudra opérer pour relever le niveau de l'enseignement au Bénin. Donc par rapport à la postérité, je trouve que vous devez mériter, n'est-ce pas, votre recrutement au sein de la fonction publique. Les gens doivent savoir désormais que quelle que soit la manière dont ils veulent opérer dans un milieu, ils doivent intégrer ce corps-là de façon régulière pour ne pas être obligés d'être et se donner à la chose. Vous savez, il y en a dedans qui forcément se réfugient sur les résultats encourageants, les forts taux de réussite qui sont obtenus en fin d'année pour dire, bon, c'est nous les enseignants, tout ça, alors qu'il y en a dedans qui constituent vraiment des brebis galeuses de la profession. Et le gouvernement a voulu trier le bon grain de livret pour savoir réellement là où il faut opérer pour relever le niveau de l'enseignement au Bénin. Et il y a Gérard. Oui, vous voyez, moi je me dis qu'ils viennent donc de sortir les braqueurs de l'éducation. Non, vous n'allez pas les qualifier. Non, vous savez, vous exagérez parce que vous ne pouvez pas prouver ça. Ne leur faites pas ce voilà, permettez-moi de me justifier. C'est vrai qu'on respecte votre avis, oui, en effet. mais vous ne pouvez pas prouver ça. La démission n'est pas exclue. Dans quel sens, permettez, dans quel sens je le dis? Oui. Vous voyez, nous sommes dans le secteur de l'enseignement maternel et primaire. Oui. Ça voudrait dire que c'est des innocents. C'est des gens qui sont encore au début de leur carrière. C'est-à-dire, ils sont appelés à connaître l'essentiel pour pouvoir assurer leur édification sociale. On n'est pas encore au niveau du secondaire. Et déjà, qu'on veuille évaluer ceux qui sont appelés à les conduire à bon port pour pouvoir donc apprendre à pouvoir connaître l'essentiel, et ils se refusent donc de se faire évaluer. Donc je me dis qu'au fait que ceux-là, ils se cachaient au fait dans la forêt. On a compris le temps. Oui. Le gouvernement a voulu faire un toilettage. Et c'est ça aujourd'hui. Nous comprenons aisément que dans la masse, il y a toujours des gens qui n'étaient pas là forcément pour le job, mais ils étaient là peut-être pour empêcher l'évolution. Je ne suis pas en train donc de leur faire un procès d'intention, mais je suis en train de caricaturer pour les amener à comprendre. Et déjà, la question que vous venez de poser pour la prospérité, je crois qu'il faut d'autres mesures plus coercitives pour essayer qu'en réalité d'amener les gens à prendre davantage conscience sur l'intérêt de ce qu'ils sont appelés à donner. Parce que quand on parle de l'éducation, on parle de la vie. C'est le monde entier qui est bâti par là. Et déjà dans le secteur de l'enseignement maternel et primaire, il faut davantage beaucoup plus de la rigueur. Donc je crois que le ministre Salimane Karim a pris la décision véritable de pouvoir sanctionner, et il faut que cela aille davantage. Je ne suis pas en train d'encourager la paresse, je ne suis pas en train d'encourager ou peut-être porter atteinte à l'intérêt de quelqu'un. Je sais que c'est un choix qui mérite d'être respecté, certes, mais déjà par rapport à l'actualité, il faut d'abord encourager et saluer la décision du ministre. Mais c'est vrai que si on voit aussi leur nombre, ils ne sont pas aussi nombreux que ça, 257 sur toute l'étendue du territoire national. On peut se féliciter de la participation massive des instituteurs. Est-ce que ça devrait venir aussi au secondaire, cette mesure de suspension? Ah, pourquoi pas? C'était dit, il n'y a pas d'exception par rapport à la règle. Et c'était dit que tous ceux-là qui avaient décidé, pour des raisons ou une autre, ne se présenteraient pas à cette évaluation-là, se ferait simplement. C'est comme si c'est une décision, c'est une démission tacite qu'ils sont en train d'exprimer là. Et le gouvernement, et le ministre, le collègue de l'enseignement secondaire, Macron Capo, devrait aussi prendre le relais pour reprendre ses responsabilités et indiquer ça. Je crois que c'est ça. Il faut le faire, non, Achille? Oui, je pense qu'il faut le faire. Ça a déjà commencé et au niveau du maternel, du primaire. Et si ça en venait au secondaire, ce serait très bien. Parce que il est de l'importance de tous que l'évaluation, c'est pour jauger le niveau. Et que sans le niveau, nous ne pouvons pas donner le meilleur de nous-mêmes. Parce qu'il faut enseigner ce qu'on connaît. Et si vous n'êtes pas au bon niveau, vous ne pouvez pas donner
le maire de vous-même, voilà. Donc ça va en venir, comme mon confrère vient aussi de le dire, il faut que le ministre du secondaire prenne ses responsabilités et en revienne pour que nous puissions avoir une bonne formation au secondaire. Et aussi qu'il n'y ait pas de polémiques. Parce que, bon, vous savez, nous sommes dans un environnement où il y a souvent de polémiques. Ça dit juste à côté, il faut toujours comprendre que les gens sont dans une bonne dynamique d'avancement. Parce qu'on a compris qu'aujourd'hui, que la polémique est même presque terminée. Ceux qui sont encore en train de faire c'est du dilatoire, ils dorment simplement. Parce que vous voyez, ceux qui ont pu réussir au test sont déjà redéployés aujourd'hui au niveau du secondaire. Pourquoi alors il faut croire, il y a assez de communication autour de cette affaire. Les gens ont rassuré, ils ont persuadé, ils ont tout expliqué par tous les canaux de communication. On dit, venez composer. Il n'y aura pas de radiation, il n'y aura pas de mesures sélectives. C'est juste pour renforcer votre capacité. Et si vous ne réussissez pas, vous n'arrivez pas à obtenir la moyenne nécessaire, on verra quelles mesures continuelles vous donnez pour pouvoir essayer de renforcer votre capacité. Je crois qu'en un petit mot, en tant qu'enseignant, on a les verbes, on a le mot nécessaire pour pouvoir expliquer, identifier les sujets. Et je crois que malheureusement, ils n'ont pas fait école de leur propre maître d'enseignement. Et je crois qu'aujourd'hui, la mesure n'est plus là. Il faut donc encourager. Et je crois que le ministre même de l'enseignement secondaire doit en réalité prendre et faire aussi sanctionner de son côté pour que, de façon globale, je ne veux pas être aussi si pessimiste, mais si au niveau donc du supérieur aussi, il y en a dedans, il faut que la mesure soit quand même aussi prise et que nous puissions reformer dans son ensemble l'éducation béninoise. Très bien, nous allons passer au second sujet qui parle de la construction des logements sociaux. Dans le programme d'action du gouvernement, il y a le projet de construction des logements sociaux, 20 000 logements, voilà, dans 14 villes du pays. Et la commune d'Abomey-Calavi seule bénéficie de plus de la moitié de ces 20 000 logements, environ 11 000. Et 10 milliards sont mobilisés pour la construction de ces logements à Ouedo précisément. Quelle est votre appréciation? Non, on ne peut que saluer cela. Vous savez, c'est la déclinaison d'un pan du PAG et la construction de 20 000 logements fait partie des projets phares du programme d'action du gouvernement Bénin Révélé 2016-2021. Je trouve que là, il faut saluer la rigueur avec laquelle le gouvernement en place essaye, n'est-ce pas, avec méthode de mettre en œuvre les grands chantiers qui sont prévus dans le PAG. Et je vais espérer là que tout se fasse dans les règles de l'art, parce que vous n'êtes pas sans savoir ce que les logements sociaux ont été dans un passé encore récent. Vous n'ignorez pas que des gens ont construit pratiquement des mouroirs pour des gens qui, quelques instants après, leur construction a commencé, n'est-ce pas, à s'enfoncer dans le sol, les murs étaient lézardés, il ne pourrait même pas y avoir, on ne pourrait même pas habiter. Donc je voudrais espérer et croire en la volonté du gouvernement qui déjà imprime une certaine rigueur dans l'exécution des travaux, que cela soit fait de cette façon-là. Donc c'est une bonne annonce, c'est une bonne nouvelle et nous espérons que, à l'instar de la BOAD qui vient de nous octroyer justement un prêt de 10 milliards, la BID, la Banque islamique de développement, et qui également accompagne ce projet-là. C'est d'ailleurs la BID, il faut le préciser, qui veut apporter la plus grande partie financière à l'exécution donc de ce projet. Donc on va compter sur notre compatriote qui est membre du conseil d'administration de la BID, camarade Zulkif Salami, pour que véritablement on ait le financement pour concrétiser cela. Mais je me demande si, avec le nombre de mois, le temps qui reste au gouvernement, on pourra l'achever. Tout compte fait, l'État étant une continuité, il suffit que le financement soit bouclé pour que le projet prenne corps et que ce soit réalisé. Mais avant de vous donner la parole, Elie Adjiran, vous êtes descendu sur les lieux et vous avez essayé d'enquêter sur les contours de ces programmes ou de ces projets du gouvernement de construction de logements sociaux. Avec la complicité de notre réalisateur, nous allons revoir un peu cet élément-là que vous nous avez proposé et nous reviendrons pour la suite des échanges. Pour l'implantation de ces logements, il a fallu que l'État central dispose d'abord les terres devant abriter les 10 logements, ce qui est fait, puisqu'il s'agit d'un domaine de l'Est Sonicog.
dont une partie appartient au privé. La procédure pour le dédommagement est en cours et tout se passe très bien. Là où nous sommes maintenant, la question des terres est presque à terme à son règlement. Il ne reste que le dédommagement, ce que moi-même je vois déjà très proche pour arriver à son achèvement. Les travaux de viabilisation primaire ont déjà commencé et là où nous sommes actuellement, il y a déjà les caniveaux qui sont en train d'être installés. Donc, les travaux évoluent très bien là où nous sommes maintenant. Nous aimons ce projet puisqu'il est d'importance capitale. Nous voulons accueillir près de 10 800 logements, ce qui va donner un effectif de plus de 70 000 habitants à Ouedo. Donc, déjà d'ici à la Ouedo, serait un arrondissement d'effectifs élevé. Il y a la réalisation des rues devant servir assez à chaque logement. Il y a déjà l'installation de réseaux électriques. Nous avons des entreprises qui sont chacune en charge de ces travaux. Il y a la SONEB qui est déjà en place pour l'installation de son réseau. Donc, toutes les dispositions sont prises par le gouvernement afin que ce projet soit effectif dans son temps. On a écouté le chef de l'arrondissement de Ouedo, Elia Djeran. Voilà donc tout ce qui est prévu dans cette localité. Et la grosse question, le casse-tête même des autorités, c'est la mobilisation des ressources et c'est en cours. Bien sûr, je crois que ce n'est même plus une question d'espérance. On peut déjà dire que le résultat est là. Parce que la signature d'accord a été faite et puis je crois que le financement est déjà bouclé. Et on attend jusque la mise en place donc, de ces infrastructures. Maintenant, l'intérêt au fait donc, du projet, c'est que c'est pour permettre aux personnes à faible revenu d'avoir aussi un toit. Parce que sociologiquement, on a compris que sur déjà 15 ans à 17 ans, beaucoup de personnes dans la fonction publique veulent avoir un toit, mais n'ont pas en réalité la capacité. Ils vont en réalité vers les banques à louer des prêts qui n'arrivent même pas à payer. Aujourd'hui, ces infrastructures leur permettra d'avoir au moins un toit qu'ils peuvent donc payer progressivement et finir ça en 10 ans et 15 ans pour devenir aussi propriétaire. 3 chambres, un salon, avec un plan architectural bien défini. Je crois que même la direction de l'habitat l'a précisé, ensemble avec une entreprise adjudicataire bien identifiée, et on a déjà pu présenter le plan même de construction. Et je crois que l'intérêt même du projet, ça viendra davantage viabiliser et donner une visibilité à la commune d'Agbomey-Calavi. Parce que figurez-vous, la commune, c'est-à-dire l'arrondissement de Ouedo, c'est une zone un peu isolée, et déjà même dans le plan de construction, il est prévu déjà les plans d'assainissement. Déjà, même l'électrification, l'eau, tout est déjà prévu. Et même les infrastructures routières qui pourront donc permettre. Et si on prend aujourd'hui même le tronçon d'Agbomey-Calavi en quittant donc Bota pour la voie est déjà en construction. Donc, au finish, l'intérêt même du projet, ça viendra donner, un coup de pouce très avancé aux Béninois et leur permet d'avoir un toit proche de Cotonou pour être efficace dans les administrations. Très bien. Achille Sokboué, qu'est-ce qui rassure les investisseurs, les partenaires techniques et financiers pour pouvoir s'intéresser à des projets du genre et à les accompagner? Voilà, monsieur le journaliste, comme vous le savez, ce gouvernement, le gouvernement de Patrice Talon, est défini au début comme un gouvernement ambitieux. Et vous voyez, les gens et les investisseurs, ils prennent le temps d'analyser chaque projet et la portée économique que cela puisse avoir. Et quand ils trouvent que oui, cela peut donner un plus à la population, ils ne résignent pas à investir. Et je pense que déjà sur ce chemin-là, comme le confrère aussi vient de le dire, ces logements sont faits pour aider les gens, les agents à faible revenu, à revenu intermédiaire, afin qu'ils aient un logement décent. Parce que vous savez, les gens passent près de 30 ans de service et ils n'arrivent pas à avoir un chez. Et or, le commun des Béninois, c'est d'avoir un chez en tout premier. Ouais, ils n'arrivent pas à capitaliser le minimum pour avoir un logement décent. Et je pense que le gouvernement, c'est pour aider ces gens-là à avoir un logement décent, qu'il s'est investi
à cela. Et c'est dans ce programme du gouvernement. Et comme dit et les programmes sont validés, alors je ne doute pas que les investisseurs auront du mal à investir pour que nous ayons un bon aboutissement. Gabin Goubilly, tout à l'heure, vous parliez des anciens logements construits par le régime précédent, voilà, le régime précédent, qui sont devenus des éléphants blancs. Mais malgré cela, les investisseurs ont confiance en ce gouvernement pour investir. Qu'est-ce qu'il leur donne assez d'assurance? Oui, d'abord, il y a la pertinence du projet. Vous savez, quand vous soumettez un projet aux investisseurs, ils essayent de voir est-ce que ce projet est pertinent. Est-ce que c'est un projet qui a un intérêt, pas forcément intérêt personnel à l'entreprise. Mais ils se disent, est-ce que ça peut servir à quelque chose d'utile? Et je trouve qu'aujourd'hui, le gouvernement a réussi à convaincre un certain nombre d'investisseurs par rapport à sa manière de fonctionner, à sa manière de conduire, la rigueur avec laquelle on conduit les financements. Parce que les pas que les gens vous donnent le milliard, ils vont s'asseoir. Il y a eu par exemple le projet Maria Agleta. Vous avez suivi à l'inauguration, il y avait un certain nombre de banques qui ont financé ce projet-là, qui étaient là. Et parmi lesquels il y avait la BOAD, la BIDC. Donc ils étaient venus, la BID également. Oui. Donc ils étaient venus, ils ont suivi, ils ont parlé, ils ont affiché toute leur fierté de voir le gouvernement conduire de bout en bout ce projet-là et dans le respect du délai contractuel. Donc c'est des choses qui motivent ces gens-là à continuer à vous aider. Donc dès que vous leur présentez des projets, compte tenu du sérieux dont vous faites preuve dans l'exécution de ces projets-là, des chantiers qui financent, je crois qu'ils n'hésitent pas à vous accompagner. Et je crois que c'est ce qui est en train de militer en faveur de l'actuel gouvernement, en plus des performances économiques réalisées par l'actuel ministre de l'économie et des finances. Il faut le dire, c'est un jeune ministre assez dynamique qui a la tête sur les épaules, qui sait conduire les choses, qui sait rassurer les investisseurs. Et je crois que c'est toutes ces choses-là qui militent en faveur de cette bienveillance dont le Bénin fait l'objet aujourd'hui au sein de la sous-région. Elia Djeram. Oui, ce qu'il faudrait aussi rappeler, c'est qu'il n'y a pas une restriction pour toute personne susceptible de postuler à cette opportunité-là. Parce que tu sois commerçant, que tu sois enseignant, que tu sois docteur, quelle que soit ta profession, si tu as au moins en réalité des revenus stables, logés dans une banque, désormais, lorsque les infrastructures seront mises en place, tu peux donc postuler pour pouvoir donc gagner et au moins avoir aussi un toit aux côtés des personnalités. Parce que c'est en fait un quartier qui est donc présenté ici. Et à l'image même de la Côte d'Ivoire, on est en train de venir progressivement parce qu'il n'est pas question de construire pour construire. Il faut respecter certaines normes en matière de construction. Et je crois que c'est pour pallier à ces problèmes que le gouvernement a pris la décision d'installer de pareilles constructions. Et je crois que l'intérêt dans sa finalité, c'est déjà permettre aux gens d'être beaucoup plus proches de leur lieu de travail et puis aussi avoir en réalité un toit pour ne pas être trop soucieux. Parce qu'on se dit qu'on ne mange pas, mais on est prêt à épailler pour aller donc construire. Donc je crois que c'est de petits problèmes qu'on est en train donc de voir résoudre ainsi. Maintenant, ce qu'il faut aussi rappeler au finish, c'est que là, ça dit, le plan architectural, même lorsqu'on essaie donc de l'évaluer, ce n'est pas confié à n'importe quelle entreprise. Je crois que même le jour de la signature, les gens sont revenus sur ce projet pour dire le choix même de l'entreprise a été donc fait sur une rigueur bien faite. Et déjà, c'est l'entreprise qui a présenté même l'architecture, le plan de construction, qui a encore gagné le marché et qui serait donc au cœur même de la réalisation donc du projet, sous bien sûr l'œil vigilant donc du ministère du cadre de vie à travers la direction donc de l'habitat. Je crois que avec tout ce dispositif mis en place, on ne peut que espérer déjà un chef-d'œuvre effectif et se dit qu'il n'y aura plus donc d'éléphants blancs comme ceux dont on a observé par le gouvernement de fait. La question de la qualité est primordiale, Achille. La qualité. Oui, il y a la qualité primordiale. Et mon confrère ici avait au début, M. Gabin avait déjà su notifier cela. Oui. Il disait qu'il y avait des logements ils ont fissuré, des lézards se font voir dedans à tout moment. Voilà. Et c'est pourquoi. C'est un très souvenir. C'est un très souvenir. Et c'est que c'était dû à la malgouvernance du régime passé. Sincèrement, bon, ça ne peut pas. Espérant que l'actuel régime saura tirer le son de ces erreurs du passé. Voilà. Non, et l'actuel régime, avec cette rigueur qu'il est en train de mettre à tous les niveaux là, je pense qu'il n'y aura pas de problème par rapport à ça. La qualité, ne vous en faites pas avec cette société qui a gagné le
marché, il n'y a pas à se plaindre. Mais il n'y a pas Kaweto, il y a aussi d'autres villes. Il y a 14 villes. 14 villes, bien sûr. À Porto-Novo, on a cité d'autres villes. Écoute, là, c'est vrai que la grande partie, il y aura 10 000, environ plus de 10 000 qui seront construites à Wedo. Il y a d'autres localités qui sont également concernées par ce chantier-là. Donc, c'est dire que la prospérité est un peu partagée un peu dans la sous-région. C'est vrai que les gens pourraient être jaloux. Les gens pourraient être jaloux, certaines populations pourraient être jalouses du sort que le gouvernement a dit dans ce projet, on a fait la part belle à la commune d'Abomey-Calavi qui abrite une bonne partie d'infrastructures entrant dans le cadre de ce projet-là. Mais il y a d'autres communes aussi qui seront impactées. C'est comme ça que progressivement, dans beaucoup de localités du Bénin, on aura la joie de voir construire des infrastructures, de partager un peu. Parce qu'il faut équilibrer. Moi, je trouve que c'est cela. Et le tour de certaines villes vont venir effectivement. Et trouvons que ça passe de façon rationnelle pour que les gens ne se sentent pas lésés. Et ça aussi, c'est du social. Bien sûr, parce qu'on parle du social, c'est toujours vraiment du social. Parce que là, pour quelqu'un qui vit pendant 30 ans de service, qui travaille pendant 30 ans, et difficilement arrive à se faire peut-être une cabane, on lui offre banalement 3 chambres, un salon, avec une certaine commodité qui respecte les standards internationaux. Et aujourd'hui, on lui dit en 15 ans ou 17 ans ou plus, on arrive donc à l'extrait progressivement. Je crois que c'est ça le social. Ce n'est pas pour étouffer. Il n'y a pas un goulot d'étranglement. C'est déjà une réponse pertinente aux besoins donc, de vie de la population. Et je crois que ça doit être une opportunité très salutaire et encouragée. L'essentiel pour moi, c'est que déjà dans les tout prochains jours, avec le temps contractuel qui est donné, cela puisse donc se faire et que déjà il y ait une mise en service donc, de ces infrastructures-là afin que les premières personnes jouissent et que cela s'étende progressivement aussi sur toute l'étendue du territoire national afin que tout le monde se sente concerné. Et je crois que c'est prévu déjà la répartition au niveau donc, des services déconcentrés. On a compris que c'est suite à un choix. La commune d'Abomey-Calavi n'a pas été choisie à tout hasard. On a compris que c'est une grande commune. C'est une cité dortoir. Une cité dortoir, et voilà. Donc aussi avec une université qui n'est pas une université des moindres d'ailleurs. Et aussi au plan géographique, il faut aussi voir la proximité d'Abomey-Calavi avec Cotonou aujourd'hui, où toutes les administrations sont donc centrées. Donc je crois que c'est une étude bien faite et on ne peut qu'espérer que d'ici quelques années, cela donc puisse se faire. Très bien. Gabin, on va espérer peut-être que les actions, comme je l'ai dit tout à l'heure, sociales se poursuivent, non? Oui, ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé. C'est vrai que le social, je ne sais pas, chacun essaye de l'appréhender compte tenu des réalités qu'on vit. Moi, je trouve déjà quand on a l'électricité, quand le gouvernement crée des conditions pour qu'on ait l'électricité à longueur de journée, c'est d'abord du social. Si le gouvernement travaille à ce que les populations vivent en sécurité, qu'il y ait un environnement propice à la libre circulation des personnes en journée comme pendant la nuit, tout ça, je crois que ça, là, déjà, c'est du social. Et si on construit les infrastructures routières qui sont praticables, et aujourd'hui, vous allez au niveau d'un quartier comme la Rêve, les Cocotiers à Cotonou, vous voyez, c'est presque un paradis qui est en train d'être construit. Là, il y a les voies sont bien tracées, il y a les terres qui sont... tout est clean. Et puis, je trouve que quelque part, là, c'est déjà une déclinaison du social. Parce que ça limite déjà les risques d'accidents, les risques de trucs là pour nos engins de fissures et autres là. Donc, c'est d'abord ça. Donc, je trouve que c'est un élan qui a déjà commencé par le passé à travers la NPME. Vous savez, les décisions qui ont été prises lors des derniers conseils des ministres, où le gouvernement, dans un élan de clémence, a accepté, n'est-ce pas, de régulariser la situation de certains agents permanents de l'État qui ont intégré irrégulièrement la fonction. Ce n'était pas le cas dans le passé récent. Donc, je trouve que progressivement, le volet social est en train d'être décliné, en train de prendre corps, et c'est quelque chose qui mérite d'être encouragé et salué. Très bien. Achille, sur la question du social. Du social avec ce gouvernement, c'est vrai qu'il a tardé. Parce que tout dépend de la division que chacun accorde au social. Oui. Et, bon, il a pris un peu du retard avant de commencer le social. Mais je ne l'en veux pas parce que, vous savez, il faut prendre certaines mesures correctives. Et avant de bien entrer dans le social. Sinon, ce serait comme il a dit, il a faim, ok, je lui donne quelque chose. C'est pas ça, il faut évaluer. Il
faut évaluer et je pense que ce que le gouvernement je pense que ce que ce gouvernement a pris le temps de faire avant de commencer ce jour-là. Vous voyez, dans tout le Bénin en chantier, les voies par-ci, par-là, vous voyez la grande des logements qui est actuellement en redout. Vous savez, c'est que chacun avec le temps se verra vraiment dans du social. Parce qu'il faut que le social touche tout le monde, pas seulement une partie. Ce ne sont pas des billets qui font du social, mais c'est plutôt certaines actions qui peuvent, infrastructures publiques qui peuvent aider la population et que tout le monde en bénéficie. Je pense que c'est ça du social. Et parce que le gouvernement milite vraiment dans ce cadre. Aujourd'hui, nous avons l'électricité à longueur de journée. Les coupures, c'est rarement les voies qui sont là. Et bientôt l'habitat. Vous voyez, je pense que ce gouvernement est à féliciter et tout va bien, selon moi. On va finir. Elie, vous avez quelque chose à ajouter, c'est ça? Oui, justement, c'est aussi que beaucoup pensent, ils se demandent en matière de terre, est-ce que les gens ont été déjà payés? Je crois que le CIA l'a rappelé tout à l'heure. Toutes les mesures sont déjà prises pour essayer de dédommager les propriétaires terriens pour que demain, on ne tombe pas dans un problème c'est-à-dire de foncier. Et je crois que le gouvernement a pris toutes ces mesures et ils ne peuvent que rassurer davantage. Ce que le Béninois veut aujourd'hui, c'est le concret, c'est la réalité. Et je crois qu'avec le gouvernement de la rupture, depuis son avènement, quand un projet est annoncé, on se calme, on observe et ce n'est que, c'est-à-dire le projet sort de la terre comme une réalité. Donc je ne peux qu'inviter tout le monde à la patience et espérer que d'ici quelques années, chacun de nous puisse donc gagner et même en jouer, donc pourquoi pas de ces logements sociaux.